Pensez à un mot qui crée et à un mot qui détruit. A priori, aucun rapport, n'est-ce pas? Et pourtant, il existe un lien secret. Aujourd'hui, on part à la découverte de la racine linguistique KLM. Et elle unit le discours et la calamité. Alors accrochez-vous, le voyage au cœur des mots, ça commence maintenant. Alors, regardons ça de plus près. D'un côté, on a kalam, en arabe, ça c'est la parole, le verbe, quelque chose de créateur. Et de l'autre, on a calamitas en latin. On entend bien d'où vient notre mot calamité. Donc là, c'est le désastre, la destruction. Création contre destruction. La question qui tue, c'est comment est-ce que c'est possible? Comment ces deux concepts aux antipodes l'un de l'autre peuvent-ils venir de la même source? Voilà, c'est exactement ça, le mystère qu'on va essayer de résoudre ensemble. Comment une seule et même racine a-t-elle pu, en quelque sorte, pousser dans deux directions complètement opposées? C'est un peu comme si un arbre donnait à la fois des fruits et du poison. On part pour une véritable enquête, une sorte d'archéologie des mots. Bon, toute bonne enquête commence par le début, par l'origine. Et pour ça, il faut qu'on remonte, mais alors vraiment loin dans le temps. Direction la Mésopotamie. Parce que c'est là-bas que tout a commencé, avec un sens très, très physique, très concret. Et voilà le coupable originel, si on peut dire. Le mot, c'est kalmatou, en acadien. Et ça voulait dire quoi? Eh bien, ça désignait le parasite, le fléau des champs, le truc qui dévaste les récoltes. C'était un concept tellement central, tellement important, qu'il était même lié à une divinité sumérienne, Ninkilim, qui était en gros la déesse des rongeurs et de toute la vermine. L'ennemi public numéro 1, quoi. Donc, il faut bien comprendre ça. Au tout début, le sens est purement biologique. On n'est pas du tout dans la métaphore. Non, non. On est dans la réalité crue, brutale, d'un parasite qui grignote, qui ronge, qui détruit une récolte. C'est la destruction physique à l'état pur. Et c'est là, à ce moment précis, que tout va basculer. C'est vraiment le point de pivot de notre histoire. Ce concept de destruction purement physique, il va faire un saut, mais un saut incroyable, pour atterrir dans le monde du langage. Et le tremplin, figurez-vous, c'est un mécanisme juridique. Franchement, la transformation est juste stupéfiante. En acadien, on passe du mot kalmatou, qui veut dire subir le ravage, être la victime, à un autre mot, kulumu. Et kulumu, attention, ça ne veut pas juste dire souffrir en silence, non, ça veut dire exprimer cette souffrance, la mettre en mots, et ce, sous la forme d'une plainte officielle, devant une autorité. C'est énorme comme changement. Et ça, c'est une nuance absolument capitale. Certains assyriologues ont traduit kulumu par montrer. Mais en fait, c'est un contresens. L'idée, ce n'est pas de venir et de montrer les dégâts, genre « regardez mon champ dévasté ». Non. L'idée, c'est de les articuler. C'est une démonstration par les mots. On vient avec des arguments, une justification pour étayer sa plainte. Le ravage physique est littéralement saisi par le langage pour entrer dans la sphère juridique. Et cette évolution, on la retrouve ensuite en hébreu biblique. Là, la racine KLM, elle garde son côté agressif, son côté morsure. Prenons ce verset de Samuel. Le mot utilisé pour dire insulter ou humilier, eh bien c'est notre racine. L'insulte, c'est une agression verbale qui blesse l'honneur. C'est exactement comme si la morsure du parasite avait été transposée du champ agricole au champ social. L'hébreu a donc gardé cette mémoire du ravage. Une parole qui vient de la racine KLM, c'est une parole qui peut vous ronger, qui peut ruiner votre existence et laisser une cicatrice, une marque permanente. Le lien entre le mot et la destruction, il reste vraiment viscéral, très physique. Et c'est là qu'on assiste à une bifurcation super intéressante. On a deux langues sémitiques très proches qui vont prendre des chemins complètement différents. D'un côté l'hébreu qui garde en mémoire l'idée de destruction, et de l'autre l'arabe avec le mot kalam qui va complètement neutraliser la racine. Kalam, ça devient juste le discours, la parole en général. Toute la connotation négative, agressive, pouf, effacée. Mais attendez, l'histoire n'est pas finie, loin de là, parce que cette racine, née en Mésopotamie, elle a fait du chemin. Elle a voyagé bien au-delà, jusqu'à atteindre le monde indo-européen. Et là aussi, son histoire a continué. On arrive maintenant en terrain plus familier, le latin, avec notre mot « calamité ». Traditionnellement, les étymologistes relient ce mot à calamus, qui signifie la tige, le chaume de céréales. Du coup, à la base, une calamitas, c'était quoi? C'était un dégât sur les récoltes. Ça pouvait être la grêle, une tempête ou, tiens, des parasites. Ça ne vous rappelle rien? C'est incroyable, non? La calamité latine, elle nous fait boucler la boucle. On revient directement au kalmatou acadien, c'est-à-dire l'action d'un parasite qui s'attaque à une tige de plante. Le sens premier, celui de la destruction agricole, a traversé des siècles et des civilisations pour refaire surface à Rome. C'est juste fou. Ce tableau, il résume tout parfaitement. Regardez, en acadien, on a le parasite et la plainte. En hébreu et en latin, on garde surtout le sens du ravage, de la destruction.
Et puis il y a le sanskrit. Alors lui, c'est le cas d'école. Il a gardé les deux branches de l'arbre. D'un côté, l'épuisement, et de l'autre, l'énonciation, le fait de parler. Le sanskrit, c'est vraiment un témoin exceptionnel, parce qu'il est très ancien. Et il nous montre les deux chemins de la racine de façon limpide. D'un côté, on a la racine kal, ça c'est pour articuler, déclarer, parler, et de l'autre, la racine klam. Et là, ça décrit l'épuisement, le fait de se faner, de dépérir, en gros, l'état de ce qui est rongé, que ce soit par la fatigue ou la maladie. C'est l'épuisement organique. Et là, attention, c'est un peu la pièce maîtresse de notre puzzle. En sanskrit, comment dit-on ver ou parasite? On dit krimi. C'est incroyable de se dire que même le son du mot a voyagé à travers les âges, en emportant avec lui cette idée du ravageur. Bon, je crois qu'on a toutes les pièces en main maintenant. Le puzzle est presque complet. Il est temps de révéler ce qui se cache derrière tout ça. Le concept qui relie tous les points et qui résout notre mystère de départ. Le voici. Le concept clé, l'idée centrale qui unit tout, c'est la saisie. Tout simplement. L'acte de prendre, d'agripper, de se saisir de quelque chose. C'est ça le cœur du réacteur, le noyau conceptuel derrière tout ce qu'on vient de voir. Le fameux point de bascule, le pont entre ces deux mondes. On l'a déjà vu, c'est cet acte juridique en acadien, le kulumu. C'est le moment où la calamité physique, la morsure du parasite, est saisie par les mots pour être transformée en plainte, en argument juridique. Et voilà, notre voyage touche à sa fin. C'est quand même fou. On est parti de la mâchoire d'un petit insecte dans un champ en Mésopotamie et on arrive à la plaidoirie d'un avocat dans un tribunal. Et pourtant, à travers les millénaires, les langues et les cultures, cette action fondamentale de saisir est restée là, intacte, cachée au plus profond de nos mots. Ça laisse rêveur, non ? La prochaine fois que l'on emploiera le mot calamité ou que l'on parlera de discours, peut-être que cette image du petit parasite mésopotamien nous reviendra en tête. Et ça pose une question fascinante. Combien d'autres mots qu'on utilise tous les jours cachent en fait une histoire oubliée, une lutte physique bien réelle ? La question, elle reste ouverte.